Pourquoi je lance l'enregistrement? Parce qu'après ça, je vais publier sur le Meetup la première partie du Meetup, l'enregistrement vidéo de la première partie du Meetup. Donc je m'enregistre, voix plus écran plus voilà, et vous. Parce qu'après ça, je vais monter la vidéo, je vais la mettre en ligne sur le site Meetup. Donc attention, on ne dit pas de bêtises. Donc l'idée ce soir, c'est de vous montrer qu'on peut faire un périphérique IoT simple qui se connecte directement à une base de données, en l'occurrence Redis, pour y stocker ses valeurs. Alors pourquoi Redis? Pas parce que j'aime Redis. Je suis employé par Redis Labs, l'entreprise qui est derrière Redis, qui sponsorise Redis. Donc concrètement là, je ne suis pas en train de travailler. Mais je suis sponsorisé par Redis Labs et donc ce soir on a deux partenaires. On a Le Wagon qui a la gentillesse de nous héberger. Ils nous permettent de faire ce meet-up. Donc un grand merci au Wagon. J'essaierai de faire un zoom sur la vidéo. Et à Redis Labs qui me permet de prendre du temps pour préparer les sujets, qui me finance les déplacements parce que mine de rien je viens de Paris, et qui va nous payer à tous les pizzas et les boissons, parce que je ne vais pas vous laisser en hypoglycémie bien évidemment, sinon on ne va pas arriver à la fin du meet-up. Ensuite, pourquoi Redis sur le plan technique? Parce que c'est une base de données clé-valeur en mémoire, donc extrêmement simple, extrêmement rapide. Et que le protocole pour se connecter à Redis, il est lui aussi très simple. Redis supporte une quarantaine de langages différents de programmation, des plus classiques, je dirais le C, le Perl, le Python, le Ruby, le PHP et d'autres, jusqu'à d'autres qui sont un peu moins classiques, le R par exemple, le Scala, le Rust, différents langages de programmation. Mais il n'y a rien du moins il n'y a rien de prêt, parce que en plus je ne l'ai pas encore vraiment publié, il n'y a rien de clé en main, je dirais, pour les microcontrôleurs. Et donc du coup, vu que moi je suis un grand fan de microcontrôleurs, je me suis dit tiens, ça peut être sympa de faire quelque chose. Et en plus de ça, ça fait d'une pierre deux coups, parce que d'une part, on voit qu'on peut programmer quelque chose depuis un microcontrôleur qui se connecte à Redis, s'amuser avec, découvrir Redis, mais en plus ça fait un super petit goodie à repartir avec pour emmener chez soi à la maison et pour continuer à s'amuser, à faire de tout et de n'importe quoi, des choses inutiles au début mais qui deviennent indispensables après. donc voilà. Je vous ai affiché à l'écran le réseau Wi-Fi et le mot de passe. Connectez-vous avec vos ordinateurs sur le Wi-Fi, vous allez en avoir besoin. Après, ce sera bon, il n'y aura plus besoin de s'en souvenir de trop. Et je vous ai également rappelé le lien de téléchargement parce qu'il y a des fichiers à télécharger depuis un partage Google Drive. Donc je vous le dis tout de suite parce que pendant ce temps-là, pendant que ça va se télécharger, je pourrais vous parler et vous présenter 2-3 trucs. Donc l'idée, c'est que vous vous connectez sur le Wi-Fi et sur le lien Google Drive. Là, il y a un fichier zip que tout le monde doit récupérer. Il y a un répertoire PDF que tout le monde doit récupérer. Il y a pour les utilisateurs de Windows un pilote à récupérer et dans le répertoire IDE, inutile de télécharger tous les IDE disponibles, téléchargez uniquement celui qui correspond à votre portable et à votre OS. On verra comment l'installer par la suite. Ne prenez pas les devants. Parce que ce que je vais vous faire ce soir, l'idée c'est que ce soit le moins intrusif possible sur vos machines. Donc a priori, il n'y a quasiment même pas besoin des droits d'administrateur. Je vais vous faire une installation portable. Tout sera dans un répertoire, vous pourrez même l'exécuter depuis une clé USB si vous le souhaitez. Le seul moment où potentiellement il y aura besoin d'avoir des permissions un peu particulières, c'est sous Linux, il faut avoir la permission souvent dans le groupe Dialout pour avoir accès au port USB. Et en ce qui concerne Mac et Windows, c'est qu'il y a un pilote certainement à installer sur la plupart de vos machines. Donc il faudra installer le pilote et là ça nécessitera peut-être les permissions. Mais au-delà de ça, il n'y aura pas besoin. Tout le monde a noté le lien et déjà téléchargé les fichiers ou pas? Super. Non, parce que des fois j'envoie des messages mais personne ne les lit, donc là c'est cool. J'ai pas noté combien on était par contre. 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16. 16. Ouais, peut-être qu'ils vont arriver un peu plus tard, on va voir. Tiens, c'est l'heure qu'il faut que je sorte mes poubelles. Bon, ça c'est bon. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler par expérience, à partir du moment où on fait des ateliers, je ne peux pas faire les 2 heures du meet-up en alternant théorie et pratique parce que c'est intenable en l'espace de 2 heures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première partie où il va y avoir une présentation où je vous parle, une première partie bis dans laquelle je vais vous montrer ce que vous allez faire, mais vous ne le faites pas en même temps que moi. Parce que je préfère que vous vous concentriez sur ce que vous voyez, comment on va faire, pour qu'après ça, ce soit plus fluide quand vous allez le faire. Et ça va durer à peu près 1 heure. Et la deuxième heure, eh ben, c'est très simple, ce sera à vous de jouer. Et vous aurez tout ce qu'il faut pour faire exactement la même chose que ce que j'ai fait. Ce sera à vous de le faire et je circulerai pour essayer de vous aider quand vous rencontrez des problèmes. J'insiste bien sur le fait, ne prenez pas des devants, ne prenez pas d'initiative, ou en tout cas pas ce soir. Après ça, vous pourrez vous amuser chez vous. Si par exemple, je prends l'exemple extrême, si vous voyez dans les menus changer la fréquence du microcontrôleur et que vous vous amusez à changer la fréquence du microcontrôleur, après ça, on va peut-être galérer un petit peu pour vous remettre sur les rails. Donc, ce genre de choses, voilà. Donc, c'est vraiment, tout est guidé normalement pas à pas dans les PDF. Donc, bon, en ce qui me concerne, j'ai un passé de geek, je suis passé par pas mal de langages de programmation, pas mal de différents OS, langages de programmation, un peu tout ce qu'on veut. Ouais, j'ai commencé sur du TO7. Je sais pas qui a connu le TO7. Ouais, d'accord. Donc voilà, mon premier programme à 8 ans, c'était de développer un générateur de nombres premiers. À partir de là, l'ordinateur, il a déménagé, il est venu dans ma chambre, mes parents ont laissé tomber. Je suis passé par plein de langages, par plein de distributions Linux. J'ai commencé l'embarquer ici avec du SoEcris. Là, depuis un certain temps, je m'amuse aussi avec de la domotique. C'est domotique ici. J'ai une centaine de capteurs actionneurs à la maison. Voilà, donc j'ai fait du JavaScript, du NoSQL, de l'Arduino. Je suis passé chez différents éditeurs open source. Donc là, c'était Jaspersoft, là, c'était Couchbase. Maintenant, je suis chez Redis. Donc voilà. Alors, à tout moment, il y a un truc qui serait super sympa pour ceux qui l'acceptent, c'est de remercier les sponsors, autant Le Wagon que Redis Labs, et de faire 1, 2, 3 tweets avec une vidéo, avec une photo en disant je suis au Wagon Bordeaux, au Meetup sponsorisé par Redis Labs, ce genre de choses, parce que c'est comme ça que ça me permet justement après ça de faire des trucs qui soient un peu fun, qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà. Mais je ne vais pas essayer pour autant de vous vendre la solution Enterprise de Redis. Donc ça c'était moi, mais ça vous l'arrêt dans les diapos. Donc Redis, ça a été... Qui n'a jamais entendu parler de Redis ne sait pas ce que c'est que Redis? D'accord. D'accord, donc... Très certainement pas autant que... J'en ai une vision très limitée. C'est pas grave, c'est pas grave. D'une manière simple, Redis c'est une base de données clé-valeur en mémoire. Simplement, ça peut fonctionner en cluster, ça peut fournir la haute disponibilité, ça peut distribuer les données sur le cluster. Et étant donné que c'est du clé-valeur en mémoire, ça va vite. Donc, automatiquement, souvent le point d'entrée, c'est qu'on l'utilise comme un cache. Bonsoir. Bonsoir. On l'utilise comme un cache. C'est très pratique, par exemple, pour mettre en cache des petits morceaux de HTML générés, ce genre de choses. Mais ça fait beaucoup plus que ça parce qu'on peut stocker une simple valeur telle qu'une chaîne de caractères, mais on peut également stocker des valeurs plus complexes, des structures de données comme des hashes, comme des listes, comme des ensembles de valeurs uniques, ce genre de choses. Et derrière, on peut demander à Redis de les manipuler pour nous. C'est-à-dire qu'on peut, au lieu de dire, voilà, je récupère toute une liste, j'ajoute un élément dans ma liste, je repousse ma liste vers Redis, ce qui peut être long parce qu'une liste, ça se trouve, ça fait 500 mégas de long, ce qui en plus pose des problèmes de verrouillage dans un contexte de mise à jour concurrente. Eh bien, on peut juste dire à Redis, tu m'ajoutes tel élément dans la liste, en début de liste, en fin de liste. Ou tu me récupères, tu m'extrais le premier élément ou le dernier élément de la liste. Ce genre de choses. Donc ça permet d'aller vite. On peut même faire des opérations atomiques du genre, récupère-moi le dernier élément de la liste et pousse-le dans une autre liste. Et là, du coup, on peut implémenter des queues de jobs, en fait, par exemple. Redis a également autre chose qui n'est pas quelque chose qu'il stocke. Redis fournit un moyen de communication entre les processus, entre les applications. C'est-à-dire qu'il y a des fils de messages
Et il y a des applications qui vont publier des messages sur des channels, sur des canaux. Et il y a d'autres applications qui vont souscrire à des canaux dont les noms sont complètement arbitraires. Et elles recevront toutes les notifications envoyées par les premières. Donc ça signifie qu'on peut très bien imaginer, moi j'ouvre une page web qui m'affiche un article sur un site marchand et je vois qu'il est épuisé. Et en même temps, ma page, puisque j'ai ouvert la page sur l'article, elle a souscrit au canal de communication référence de l'article. Et en même temps derrière, dans le magasin, on est en train de restocker, il y a un livreur qui est en train de livrer, il met à jour le nombre d'articles en stock et ça envoie un message à tous ceux qui ont souscrit sur les références qui sont mises à jour. Du coup, mon front-end, mon application web, elle reçoit une notification comme quoi il y a eu un changement et elle va chercher le changement et elle remplace le épuisé par tant d'articles en stock. Du coup, l'acheteur qui était face à son écran, au lieu de quitter la page et donc de rater, enfin il y a une vente qui est ratée, du coup l'acheteur va voir qu'il est arrivé sur la page, c'était épuisé, mais en cours de route, pendant qu'il consultait, ça a été remis en stock et du coup il peut cliquer sur ajouter dans le panier. Ce genre de choses. Alors ça peut servir à plein d'autres choses, les notifications. C'est des communications de messages entre les applications qui sont connectées à Redis. Alors Redis a été développé par Salvatore Sanfilippo, c'est un Sicilien. Il fait partie désormais de Redis Labs. Ça a débuté en 2009 et depuis ça a évolué et il y a eu plein de différentes versions et releases de Redis. On en est maintenant à la version 4.0. Donc ça a commencé en 2009. On va voir qu'il y a à peu près 1 à 2 releases majeures par an. Nous on va s'intéresser bien évidemment à la dernière, même si n'importe laquelle pourrait suffire, puisqu'on va utiliser des structures relativement simples qui existaient quasiment dès le début. Le versionning de Redis, c'est très simple. On a un numéro majeur. Le numéro mineur de version, s'il est pair, c'est une version stable. S'il est impair, c'est une version en cours de développement. Et le troisième numéro, c'est le patch level. Donc c'est potentiellement des fixes. En général, il n'y en a pas beaucoup parce que Salvatore, il est assez exceptionnel comme développeur. Et franchement, je l'admire. Si ça peut vous donner une idée du niveau de perfectionnisme qu'il a, sur son blog, par exemple, il a rédigé un article, c'est pourquoi utiliser un entier sur 32 bits alors qu'un entier sur 16 bits fait tout ce dont vous avez besoin par rapport à votre cas d'usage, qui va prendre moins de mémoire et qui sera plus rapide. Il en est à compter les cycles CPU en fait. Quand il sort une fonctionnalité dans Redis, c'est au moins la 2e ou la 3e implémentation de la fonctionnalité, parce que les 2 premières ne lui plaisaient pas. Il va vraiment très loin. Donc c'est pour ça qu'au final, il n'y a pas beaucoup de numéros, de 3e numéro sur le numéro de version, parce que dès le début, le code il est propre. La communauté est très grande. Alors je ne l'ai pas mis à jour mon diapo. En ce qui nous concerne, j'ai créé un certain nombre de groupes Meetup en France. Il y en a bien évidemment ailleurs. Là, je viens de démarrer Milan, non pas encore Milan, Rome, mais je viens de démarrer Madrid et Barcelone. Et quand je dis que je les démarre, vous pourriez dire oui, c'est bien, on démarre des groupes Meetup, mais ça ne veut pas dire qu'il y a du monde derrière. En fait, si, je les ai juste pour vous donner juste un ordre d'idée. Voilà, j'ai créé Madrid il y a 2-3 jours. J'ai déjà 50 membres et j'ai pas communiqué rien dessus. En fait, il y a une énorme communauté. Si vous regardez, si vous demandez à Google, il est impartial Google, on peut rien dire là-dessus. Si vous lui demandez Redis, ça va vous sortir 16 millions de résultats. Vous pouvez essayer avec d'autres bases de données. Vous verrez, vous n'aurez pas le même nombre de résultats. Une qui est un peu particulière, c'est Cassandra, mais c'est un peu truqué parce que Cassandra, c'est aussi un prénom. Donc, forcément, ça fait plus de résultats. Mais sinon, il y a une communauté énorme. Redis, c'est la base qui est la plus déployée dans Docker par jour. C'est la 9e position dans le classement de toutes les bases de données sur DB Engines, qui fait donc un classement. Donc en premier, bien évidemment, on va retomber sur du MySQL, du Oracle, du SQL Server, des choses comme ça. Mais on est en 9e position avec Redis. On peut regarder un peu partout. Si on regarde sur GitHub, je ne sais même pas combien il y a de projets sur GitHub. J'imagine même pas le nombre de projets. Tout projet confondu, si on fait un classement par étoile, par score, Redis est en 84e position.
Alors, je vous ai dit que on faisait ça sur du périphérique embarqué, donc sur du microcontrôleur qui est très très contraint en termes de taille et de quantité de RAM et de puissance de calcul. Pourquoi je me permets de faire ça? Parce qu'en fait, le protocole pour communiquer avec Redis, il est pur texte. C'est-à-dire qu'on peut très bien se connecter à Redis avec un simple telnet et envoyer des commandes à Redis. En fait, le protocole, il est très simple. Imaginons que je souhaite envoyer 7 à 1. Donc en fait, je veux mettre 1 comme valeur derrière la clé A. Eh bien, je vais le couper en 3 morceaux. Alors, la chaîne pour envoyer ça, ça va être ça. Mais en la remettant en page et en mettant les sauts de ligne comme il faut, ça donne ça, le protocole. J'ai 3 termes dans ma commande. 7 à 1. Donc, je dis étoile 3, j'ai 3 termes. Redis va s'attendre à recevoir 3 termes. Donc, le premier terme, il fait 3 caractères. Je dis, voilà, ton premier terme, il fait $3 caractères. J'envoie mes 3 caractères. Mon deuxième terme, c'est le A, il fait 1 caractère. Je lui dis qu'il va y avoir 1 caractère pour le deuxième terme et je lui envoie. Je lui dis que le troisième terme c'est 1 et ainsi de suite. Là j'en ai que 3 mais on peut en avoir plus, c'est pas un problème. On préfixe en fait par la taille. Et on voit que c'est vraiment du pur texte et donc du coup c'est très simple à implémenter et ça prend pas beaucoup de. Ça a une empreinte mémoire très faible au niveau de l'implémentation et ça tient parfaitement sur un microcontrôleur. Alors, en ce qui nous concerne, là ce soir, on va faire ça sur des périphériques. Alors moi personnellement je suis plus un fan d'Arduino mais j'avais des contraintes. C'est que bonsoir. J'avais des contraintes. C'est que vous voyez j'ai quelques meet-up à animer et donc à chaque fois je dois préparer les périphériques. Donc déjà je voulais pas faire de soudure. Donc avec les Arduino ça se compliquait un petit peu parce que ça me faisait de faire de la soudure et quand on doit en assembler 200 ça commence à compter. Donc du coup je suis parti sur quelque chose qui ne nécessite pas de soudure. Et j'avais besoin d'une pile TCP/IP. Il y a des microcontrôleurs qui sont des ESP8266 avec pas mal de mémoire, pas mal de flash et qui ont, cerise sur le gâteau, une pile TCP/IP et une puce Wi-Fi. C'est génial, il y a tout ce qu'il me faut. Moi ça me va bien. Ils ont une EEPROM aussi, donc ça c'est cool. J'ai pu lui remettre de la configuration dedans déjà, je les ai déjà flashés. Donc je vais vous les donner, ils vont être à vous. Dès lors que je vous les donne, il est à vous, vous repartez avec. C'est magique, vous pouvez continuer à vous amuser avec à la maison. Pour ceux qui n'ont pas des câbles, j'ai des câbles qui vont vous permettre de vous connecter sur vos ports USB. Parce que bon, normalement, on en a plus ou moins tous, mais pas ça, même si vous en avez, vous pouvez en prendre un quand même. Sur l'assemblage, c'est très simple. J'utilise une broche avec 3 volts, puisqu'il est alimenté en 3 volts, donc il y a un petit convertisseur 5/3. Il alimente en 3 volts, je prends le 3 volts, je l'envoie dans une résistance, je fais passer dans une photorésistance pour capter la luminosité, je le ramène sur la masse, et entre les deux au milieu, en fait, je l'ai connecté à une patte qui a un convertisseur numérique analogique pour récupérer le voltage, en fait, alors pas le voltage tel qu'il est, mais une valeur entre 0 et 1024 qui me donne le voltage. Et donc concrètement, en fonction de si on cache complètement ou de si on met en plein soleil, on aura une valeur entre 0 et 1024. Alors après ça, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire une table de conversion pour avoir des luxes. Mais bon, c'était... Alors, normalement, la première étape, ça va être de télécharger tous les fichiers, mais ça vous l'avez déjà fait, d'installer l'interface de programmation et d'installer les personnalisations. Pourquoi les personnalisations? J'aurais pu vous fournir une interface préconfigurée. Le problème, c'est que en fait, cette interface, c'est un studio de développement et vous allez compiler du code depuis votre infrastructure qui peut être un PC ou un Mac avec un OS qui peut être Windows, Linux ou Mac OS vers, alors ça c'est toujours pareil, c'est vers de l'ESP 8266. Le problème, c'est que du coup, la chaîne de compilation, n'est pas la même, donc je ne pouvais pas embarquer toutes les chaînes de compilation, sinon ça aurait été trop lourd. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai configuré dans l'IDE les repositories permettant de télécharger les chaînes de compilation, et vous allez pouvoir du coup très rapidement télécharger celle qui vous convient, celle qui convient à votre machine. Ça va se faire de manière automatique. C'est pour ça que j'ai des personnalisations. Par ailleurs, je vous ai aussi rajouté des bibliothèques, je dirais presque clé en main, pour ajouter des fonctionnalités au périphérique. Je vous ai mis de quoi lire facilement la valeur du capteur et je vous ai mis les points de départ et les points d'arrivée de tous les exercices parce qu'ils s'enchaînent tous, donc si jamais vous avez un peu de mal sur un exercice et que vous voulez faire le suivant, vous allez pouvoir repartir de là et puis si vraiment vous ne vous sentez pas, vous pouvez utiliser directement les solutions, mais ce n'est pas le but du jeu.
Donc, alors je le dis, je le répète, prenez pas d'initiative par rapport au script des exercices, sinon après ça je vais avoir beaucoup de mal à vous aider. L'interface, je vais en reparler, je vais vous la montrer en live, mais elle est très simple. Vous avez le code au milieu, vous avez la console en bas, vous avez un bouton pour compiler le code, juste le tester, un bouton pour le compiler plus l'envoyer vers le périphérique, et ici un bouton qui vous affiche ce que le périphérique renvoie à travers le port USB, donc pour avoir du débugage et avoir un retour, je dirais. C'est les principaux points. Alors après ça, il y a des raccourcis clavier qui permettent d'aller plus vite. Voilà. Alors après, ceux qui le veulent, il y a des étapes dans l'exercice qui vous expliquent comment créer un projet GitHub, je pense que vous le savez déjà, mais surtout comment, après ça, créer votre projet aussi en local et puis le lier au projet GitHub pour ensuite pouvoir le pousser vers le projet GitHub. Bonsoir. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est facultatif. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Sinon, c'est pas dramatique. L'idée, c'est que à la base, les périphériques, je les ai tous flashés avec un firmware. Donc, quand je dis ne prenez pas d'initiative, dès que vous avez installé l'IDE, commencez pas par me flasher le firmware qui fait clignoter la petite LED, parce que vous allez m'écraser le firmware que je vous ai mis dedans déjà. Pourquoi je vous ai mis un firmware? Parce que dans votre code, alors déjà le firmware, il va demander le réseau Wi-Fi, le mot de passe Wi-Fi, il va demander le point d'accès à la base Redis que j'ai démarré sur Internet. Il va vous demander aussi un pseudo à vous, qui sera affiché ici plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Éventuellement votre projet GitHub, éventuellement le compte Twitter pour vérifier que vous avez fait un tweet, mais même si vous ne le mettez pas, c'est pas grave, ça passera. Ça me permet deux choses. D'une part, ça me permet de tester les périphériques, parce que des fois, pendant le voyage, il y a un truc qui se débranche ou quoi que ce soit, puisque là, du coup, il va chercher à faire une connexion à travers le Wi-Fi jusqu'à ma base Redis pour... Alors attendez, parce que j'ai une deuxième... Ça se trouve, c'est les pizzas, du coup. Oui, hello? D'accord, ok, pas de soucis, j'arrive. Donc, on reprend. Je ne sais plus du tout où j'en étais. Oui, si. Pourquoi est-ce que j'ai mis un firmware au début? Donc, parce que ça permet, il va tester, du coup, il va chercher à se connecter à Redis depuis le périphérique. Donc, ça teste la connexion Wi-Fi, ça teste que ma base de données à l'autre bout, elle fonctionne bien. Ça vous permet même de tester le capteur si vous le souhaitez. Et ça va enregistrer les données que vous allez saisir dans la base Redis. Pourquoi? Parce qu'après ça, vous allez envoyer des valeurs du capteur dans la base. Et moi, je vais les afficher en temps réel à l'écran. Avec le mécanisme justement de publication-souscription, ce sera du temps réel. Simplement, je pourrais les afficher avec l'adresse MAC du périphérique, mais c'est pas génial d'essayer de retrouver son périphérique juste avec son adresse MAC. Donc c'est plus sympa si on a un pseudonyme qui est affiché à l'écran. Avec ces valeurs. Donc ça va faire le croisement entre justement les données que vous aurez enregistrées au début et les données que vous envoyez à partir de l'adresse MAC pour pouvoir afficher le graphique en temps réel avec votre nom. Ça, les champs nom, prénom, adresse email, c'est pas indispensable. Les informations GitHub et Twitter ne sont pas indispensables non plus. Si vous les mettez pas, ça passera. Et une fois que vous aurez fait ça, après ça, on pourra créer un projet à partir du modèle de démarrage que je vous ai fourni dans la personnalisation. Éventuellement initialiser Git si vous avez décidé d'utiliser Git ou pas. À la limite, c'est peut-être mieux de ne pas l'utiliser du tout, de ne pas faire du tout, de ne pas faire le lien avec GitHub, on gagnera du temps, et vu qu'on a 2 heures, ce ne sera pas plus mal. Le premier exercice va consister à se connecter, à ouvrir une connexion sur la base Redis, à envoyer une première commande pour s'authentifier, j'ai mis un mot de passe sur la base, et à envoyer une autre commande très simple. Pourquoi? Parce que la première, en fait, c'est très simple, c'est AUTH espace, le mot de passe qui est IoT en minuscule, donc c'est une commande à 2 termes. La deuxième, on ne peut pas faire plus simple, c'est ping, et elle est supposée répondre. Oui. Ah, il y a des connaisseurs de Redis quand même. Donc vous allez la compiler, l'uploader dans le périphérique et la tester. Éventuellement donc sauvegarder et committer votre code sur GitHub. Je vous dis c'est éventuel, c'est pas forcément indispensable. Deuxième exercice, ça va être de repartir de la même base et d'enlever le ping. On garde l'authentification quand même. D'enlever le ping et d'envoyer la valeur du capteur à Redis.
Alors, le faire le plus vite possible, mais après, de toute façon, ce sera forcément limité parce que on est ici, on passe à travers le Wi-Fi, et puis on traverse l'Atlantique parce que mon cluster, il est, je crois, sur la côte ouest. Donc, du coup, forcément, la latence est relativement importante, et quand on envoie les valeurs une par une, là, ça prend du temps. Donc, voilà. Et le dernier exercice, mais ça, en règle générale, on n'a pas le temps de le faire, c'est de pipeliner les commandes, c'est-à-dire que pour s'économiser la latence, eh bien, on groupe les valeurs par 50, par 70, peu importe, et on envoie tout un bloc de valeurs. Là, pour le coup, on fait une latence pour tout un bloc de 50-70 valeurs, et on fait beaucoup plus de valeurs à la seconde. Alors, juste pour information, c'est une question de latence, hein, vous allez comprendre, c'est que quand moi j'ai fait mes tests, en utilisant le périphérique, en le connectant à mon téléphone à travers le point d'accès Wi-Fi, en accédant à une base de données qui était sur mon ordinateur aussi connectée en Wi-Fi, il arrive à envoyer 1700 opérations à la seconde quand même. Alors ça c'est pour après. Donc je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire. Donc l'idée c'est que vous ayez téléchargé les fichiers, donc l'Arduino qui vous convenait, l'IDE qui vous convenait, le pilote, les PDF et portable.zip. Le portable.zip, c'est la personnalisation. Les exercices sont dans les fichiers PDF. Habituellement, j'essaie de les imprimer, mais là, j'ai pas pu. Donc, celui qui va vous intéresser pour faire les exercices ce soir, c'est le Labbook. Le booklet, il est destiné à être imprimé. Le Labbook contient les exercices détaillés et tout ça, avec toutes les étapes, et c'est lui que vous allez suivre. Les autres sont pour, après ça, à la maison, refaire les choses. L'idée, c'est très simple, c'est qu'une fois que vous avez téléchargé l'IDE, alors moi je vais me mettre quelque part dans mon répertoire No Backup, voilà, c'est de... j'ai déjà un répertoire IDE. Hop, zip, enlève. C'est de prendre les fichiers que vous avez téléchargés. Donc on va prendre le portable.zip et on le met à l'endroit où on l'a téléchargé. On prend l'IDE que vous allez télécharger par rapport à votre machine, vous le mettez quelque part. Et là, très simplement, on va décompresser le portable.zip, on va décompresser l'IDE. Donc là, c'est un petit peu plus long parce que c'est un petit peu plus gros. Et ce qui se passe, c'est que l'IDE, quand on la lance, dès qu'elle détecte qu'il y a un répertoire portable dans ses sous-répertoires, elle fonctionne en mode portable. C'est-à-dire qu'elle ne va rien écrire ailleurs, dans le Home Directory ou ailleurs, elle va tout faire dans le répertoire portable. Tout ce que vous allez télécharger, sauvegarder, ce sera là. Et donc du coup, c'est extrêmement simple, on a décompressé les deux, et ce que je fais ensuite, c'est que je juste glisse le répertoire portable dans mon répertoire de mon IDE, et ça y est, j'ai fait ma personnalisation. Alors, une petite variante, je vois qu'il y a quelques pommes. En ce qui vous concerne, le zip contient une application, donc il faut que vous ouvriez l'application avec le clic droit, et dans Content Java, c'est là où il faut que vous mettiez le répertoire portable. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir lancer l'IDE. Donc là, c'est extrêmement simple. Il me suffit de lancer l'IDE. Et, alors je vais peut-être zoomer un petit peu parce que là, ouais, on va peut-être changer un peu la police. Ça vous est pas obligé, mais moi je vais le faire pour vous. Hop, préférences. Histoire qu'on voit un peu mieux. Elle est où ma police? Oui, taille de police. Allez, on va faire gros. Voilà. Donc ça, c'est l'IDE. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le bouton qui permet de juste compiler, le bouton qui permet de compiler plus envoyer vers le périphérique. Vous avez le bouton qui vous permet d'ouvrir la console série. Et après ça, vous avez les raccourcis clavier. Donc CTRL R, CTRL U et SHIFT CTRL M. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est utiliser le programme d'enregistrement pour vous enregistrer, je dirais, sur la base. Alors attendez, je commence avant de vous faire ça, je commence par vous faire installer justement le compilateur dépendant de votre matériel. Donc là, ce que j'ai fait dans la personnalisation dans le fichier zip, dans le portable.zip, c'est que j'ai rajouté dans les préférences, du coup, ça a personnalisé, ça a ajouté cette URL avec les repositories dans lesquels on peut trouver la chaîne de compilation pour ESP. Du coup, étant donné que vous avez ça, si je vais dans Outils
et je vais regarder les types de cartes, eh bien, pour l'instant, je n'ai pas l'ESP, mais ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans le gestionnaire de cartes et je lui dis, voilà, ce que j'aimerais, c'est avoir tout ce qu'il faut par rapport à l'ESP. Donc, ça me trouve la chaîne de compilation. Bon, j'ai un thème de couleur qui n'est pas très lisible, mais voilà, ça vous trouve la chaîne de compilation. Vous sélectionnez pour faire apparaître le bouton installer. On clique sur installer. Automatiquement, ça va aller télécharger la chaîne de cross-compilation pour ESP8266 et en ce qui me concerne, pour Linux sur architecture x86 64 bits. Donc ça la télécharge, ça l'installe. Et dès que ça va l'avoir installé, en fait, on va voir que dans le menu, j'ai ma carte qui va apparaître. Donc j'ai le compilateur qui va être disponible. Là, ça y est, c'est fini, il est installé. Si je regarde dans les outils type de carte, eh bien j'ai toutes les cartes que j'avais avant, mais en plus en bas, j'ai mes ESP. Donc je vais pouvoir choisir le bon ESP, le modèle. Vous inquiétez pas, hein, j'ai cliqué, mais c'est dans la doc. Et je vais pouvoir, dès maintenant, programmer. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite. Ce qu'il faut savoir également sur le microcontrôleur, c'est que grosso modo, il y a deux fonctions très utiles. La première, c'est Setup. Elle s'exécute à chaque fois que vous rebootez le microcontrôleur. Elle initialise tout ce que vous voulez. Et la deuxième, c'est Loop. C'est celle sur laquelle on boucle de manière infinie pour effectuer ce que vous voulez faire. Là, ce que l'on va faire, c'est que la première étape, c'est de s'enregistrer, comme je vous l'ai dit. Donc, on va ouvrir la console série, parce que le périphérique... Est-ce que j'ai fait où je l'ai mis? Il est là. Je me mélange les pinceaux. Le périphérique, je vous ai dit, il est déjà flashé. Donc, je le prends, je le branche. Dès que je le branche, normalement, on devrait... Alors, sur Linux, c'est sûr. Sur Windows et sur Mac... je ne sais pas exactement, c'est à voir. Mais là, normalement, il me l'a déjà trouvé sur le port. Eh ben, il l'a même sur Linux, il ne l'a pas trouvé, dites donc. Donc, je lui sélectionne du coup le port sur lequel je l'ai branché. Donc maintenant, il sait que c'est sur le port USB 0. Et je vais afficher la console du moniteur série qui, pour l'instant, me sort tout un tas de saletés parce qu'il a déjà envoyé son menu. Donc là, j'ai deux possibilités. Ou bien je peux presser Entrée, ou bien je peux presser le bouton Reset. Mais avant de faire ça, il faut que j'aille à la même vitesse que ce qu'il va m'envoyer. Or, lui, je l'ai configuré pour qu'il fonctionne à 115 000 bauds et il va avoir besoin d'une fin de ligne. Donc, vous allez avoir besoin de modifier ici. Tout ça, c'est documenté. Ne vous inquiétez pas, je vous montre, comme ça vous aurez les étapes. Et de mettre une nouvelle ligne. Du coup, ce que je vais faire une fois que j'ai fait ça, c'est que je vais un petit peu agrandir pour qu'on voit bien. Hop, voilà. Je vais juste me mettre dans la barre de saisie en haut et je vais juste presser Entrée. Et le firmware m'affiche le menu que je lui ai mis dedans. Alors, on voit que le Wi-Fi est déjà configuré. Le mot de passe, théoriquement aussi, il n'apparaît pas là. Le nom du cluster Redis est déjà configuré. Le port aussi. Le mot de passe également. Les autres informations, c'est ce qui me concerne moi, c'est donc à vous de les changer. Alors, vous avez celle qu'il faut, si possible, changer, c'est la 9 pour mettre ce que vous souhaitez. Donc, par exemple, je vais faire la même chose que sur les autres. Je me suis trouvé un nouveau pseudo, Gentil Nounours. Je sais pas comment ça m'est venu, mais comme ça. Donc j'ai configuré mon pseudo. Alors si jamais vous vous trompez ou que vous avez pressé le mauvais numéro, en fait imaginons je represse le 9, il me demande le mot de passe, je peux juste l'identifiant, je peux juste presser Entrée. Il va le garder, c'est la valeur par défaut. Je peux tester aussi en 13 le capteur, c'est-à-dire que là pendant 10 secondes il va me montrer les données qui viennent de mon capteur. Là je le cache, je suis quasiment dans l'obscurité, je le montre, j'ai une valeur qui monte. Ça vous permet de tout tester. Au final, ce que l'on peut faire, c'est du coup, je vais enregistrer 15, mon périphérique, sur le cluster. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va enregistrer sur le cluster les informations. Donc ça commence par tester la connexion Wi-Fi. On va vérifier qu'on arrive bien à avoir le Wi-Fi. On a eu le Wi-Fi, on a une IP. Il a pu se connecter à la base, il a pu résoudre le nom DNS, il a eu l'IP, il a fait une connexion. Il a pu s'authentifier avec le mot de passe. Il a pu ensuite même vérifier la version de Redis. Il a testé que j'avais bien un compte GitHub. Il l'a trouvé. Bon, le projet, j'ai supprimé, donc il ne l'a pas trouvé. Le Twitter, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi il ne le trouve pas, mais enfin, peu importe. De toute façon, c'est pas bloquant. Et il a fait l'enregistrement dans le cluster.
qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait ça également pour une autre raison, c'est que vous voyez, le mot de passe, il n'apparaît pas, ni le mot de passe de Redis, ni le mot de passe du Wi-Fi. Parce que j'enregistre la vidéo, vous allez peut-être éventuellement committer votre code sur GitHub, et j'ai pas envie de voir des mots de passe qui soient dans GitHub, même si d'une certaine manière ils sont un peu publics, j'ai pas envie de voir ça. Donc en fait, ce qu'il fait en plus, c'est qu'il stocke toutes ces informations dans l'EEPROM du microcontrôleur, et après ça, dans le modèle de programme que je vous donne, à partir duquel vous partez, eh bien ce modèle il va chercher ces valeurs dans l'EEPROM et il valorise les variables dans votre application, de sorte que vous pouvez directement utiliser les variables, elles sont déjà valorisées et vous n'avez jamais besoin de mettre en dur le mot de passe, le nom du Wi-Fi ou ce genre de choses. Ça n'apparaîtra comme ça pas sur un dépôt GitHub ou sur là où vous pourriez vouloir mettre le code, sur un blog. J'aime bien, hein, si vous faites des articles de blog, je suis super content. Donc là, il a fait son enregistrement, tout est bon. Alors en fait, ce qui va se passer à partir de ce moment-là, c'est que moi, en parallèle, j'afficherai à l'écran cette page-là. Et cette page-là, elle va faire apparaître du coup votre pseudo. Première étape, vous êtes enregistré, vous apparaissez. Deuxième étape, deuxième exercice, eh bien, ça va être de partir à partir du premier modèle d'exemple. Donc tout en bas des exemples, dès lors que vous avez sélectionné la bonne carte, vous allez avoir en bas, tout en bas, bien caché, Redis Workshop. Et là, vous prenez Redis Client. C'est le code du point de départ du premier exercice. Alors, je vais vous décrire ce qu'il fait. Il va aller il va charger la bibliothèque concernant le périphérique. Alors je vous ai mis aussi des petits wrappers parce que, bon, côté débugage, c'est pas extraordinaire les microcontrôleurs, donc si on peut cracher des choses sur la console série, ça peut être très utile. Donc du coup, j'ai des macros qui me permettent de cracher des choses, et il y en a une sur laquelle je peux même mettre un hook. Et donc j'ai mis un hook qui va faire clignoter la petite LED, histoire de voir que ça clignote et donc que c'est pas planté. Derrière, il va aller lire les valeurs mot de passe depuis les EEPROM du périphérique et il va valoriser les variables Wi-Fi SSID, Wi-Fi Pass, Redis Host, Redis Port et Redis Pass. Comme ça, vous allez pouvoir les utiliser, c'est des chars étoiles et on n'en parle plus. Ensuite, là, j'utilise ça parce que je vous ai dit que il y a la fonction setup qui initialise et il y a la fonction boucle qui tourne en permanence. Et son but, c'est de tourner le plus vite possible, de ne pas être ralenti. Et donc, il ne faut pas faire de choses bloquantes dans cette boucle, en règle générale. On essaie de ne pas en faire. Et moi, l'idée, c'est déjà de vous afficher au minimum dans cette fonction boucle, c'est un peu plus bas, la valeur du capteur. Et puis, la vitesse à laquelle la boucle tourne. Et puis, l'occupation mémoire. On est sur un périphérique embarqué. Si vous avez une fuite mémoire, autant le savoir tout de suite. Enfin, vous allez vous en douter, ça va cracher très vite, mais autant le savoir rapidement. Et donc, je ne veux pas bloquer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis juste un petit compteur et dès qu'on a dépassé les 5000 millisecondes, bien, on fait un affichage et on remet le compteur à 0. Ensuite, ma fonction setup, comme je vous ai dit, elle initialise le périphérique. Donc, elle commence par initialiser le port série pour pouvoir vous envoyer des informations sur le port série. Elle initialise la partie réseau Wi-Fi en s'y connectant grâce justement aux variables dont on a récupéré les valeurs depuis les EEPROM, donc pas besoin de les avoir en dur dans le code. Et elle vous affiche l'état de la connexion dès qu'elle l'a. Dès qu'elle l'a, elle vous fait clignoter la LED 5 fois assez rapidement. Et on a fini l'initialisation et on passe sur la fonction boucle. Fonction boucle qui, elle, donc on a le stat loop au début qui va vous afficher l'occupation mémoire et puis le nombre de tours de boucle à la seconde. Ça vous donne une idée. Et la partie dont je vous parlais, qui toutes les 5000 millisecondes, va vous afficher la valeur du capteur, juste à titre d'information. Donc ça, c'est vraiment le squelette de base. Et après ça, ce que vous allez faire, c'est que votre code, vous allez l'insérer certainement ici. Le premier code que vous allez faire, je vous ai dit, c'est vous connecter à Redis et effectuer l'authentification. Donc, alors celui-là, on pourrait très bien l'envoyer directement et l'exécuter. Mais il est un peu vite, donc je vais directement passer au premier exercice. Le premier exercice, donc je vous ai dit, vous avez les corrigés dans les exemples. Essayez de ne pas les utiliser trop vite, même si c'est tentant. Les copier-coller depuis PDF, vous avez des espaces qui vont vous se retrouver en trop, mais voilà, il faut s'en méfier. Il faut le relire. Donc le premier exercice consiste à rajouter
une connexion TCP/IP, un objet de connexion TCP/IP et une adresse IP parce que la première étape à faire, c'est de résoudre le nom de la base, le nom DNS de la base en une adresse IP et ensuite d'ouvrir une connexion TCP/IP sur cette base. Pourquoi je vais faire ça? Alors là, c'est une petite parenthèse sur le côté Redis commercial. C'est parce que la version commerciale utilise le DNS pour, entre autres, pour la haute disponibilité. Et donc du coup, l'adresse IP peut être amenée à changer. Mais dans la version, dans le contexte des exercices, potentiellement, ce ne serait pas indispensable. C'est parce que le sujet, je peux l'utiliser aussi en formation ou dans des contextes beaucoup plus longs que 2 heures et dans des contextes commerciaux. C'est pour ça que je le fais. Si jamais il n'y arrive pas, là, il va se bloquer sur une boucle bloquante. Et une boucle infinie, alors qui fait quelque chose. Pourquoi elle fait quelque chose? Parce que si jamais on fait une boucle infinie qui fait rien, les périphériques ils ont un watchdog. Et du coup, si on fait une boucle infinie bloquante, jamais le watchdog n'est notifié que tout tourne encore. Et donc, au bout d'une seconde, je crois, paf, il va rebooter le périphérique. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de voir que ça a bloqué. Donc, j'ai laissé quelque chose de bloquant. Première étape, ensuite, c'est d'envoyer à la base l'authentification, donc encodée comme je vous le disais avec le protocole, donc AUTH espace IoT, j'ai 2 membres, et donc $2, étoile 2, ensuite un retour à la ligne, $4 pour AUTH, $3 pour IoT, et c'est fini, on est authentifié. Normalement, on doit avoir une réponse. Redis est super poli. Chaque fois que vous lui causez, il vous répond. C'est très important, parce que derrière, les réponses, elles se stockent dans les buffers du microcontrôleur, qui a une mémoire très limitée. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer une première commande, vous allez recevoir une réponse. Si vous ne la consommez pas, elle va se mettre dans un buffer. Deuxième commande, troisième commande, cinquième commande, tout va bien. Ça va super vite. Puis la 6e commande, ça prend du temps. Parce qu'en fait, la 6e commande ne sera pas envoyée tant que le premier buffer n'aura pas expiré. Heureusement, il y a des expirations dessus. Mais du coup, vous allez attendre et vous allez faire une commande par seconde après. C'est un peu perturbant. Donc ce que je fais, c'est que, étant donné que Redis, il répond à tous les coups, je commence par dire, on attend d'avoir quelque chose qui revient sur la connexion. Et dès qu'on a quelque chose qui revient sur la connexion, eh bien, tant qu'on a quelque chose à lire, on le lit. Et en plus, on l'affiche sur la console série pour que vous voyez les réponses de Redis. Ensuite, deuxième étape, on envoie la commande ping et on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on attend d'avoir quelque chose en retour et on consomme et on affiche ce qu'il y a en retour. Et à la fin, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si ça se compile. Alors la première compilation est un tout petit peu plus lente, mais après ça va beaucoup plus vite. Et dès que ça a compilé, normalement je ne dois pas avoir d'erreur dans mon code. C'est les solutions. Donc, ça a compilé. Derrière, je vais faire un envoi vers le périphérique. Allez, c'est parti. Au moment où ça envoie, ça clignote bleu. Ça clignote bleu. Alors, des petits indices pour savoir que ça envoie. Ici, ça vous marque téléversement. Ici, vous avez les points qui avancent. Là-haut, vous avez la flèche jaune. Je vous dis tout ça parce que des fois, on se demande si on fait quelque chose ou pas. Donc, tant qu'on est avec la flèche jaune, les petits points, le téléversement, la petite lettre qui clignote, c'est qu'on est en train d'uploader des informations vers le périphérique. Donc, il n'y a pas de panique, tout va bien. C'est un peu plus long que sur un Arduino pour ceux qui ont l'habitude. Pourquoi? Parce que l'ESP, il embarque beaucoup de bibliothèques. Et là, j'envoie quand même 230 kg à l'ESP. Et ça prend un certain temps. Ça y est, il a démarré. Donc là, je vois qu'il ne clignote plus de la même manière. Alors, je vais ouvrir la console série pour voir ce qu'il fait. Et donc là, alors, je vais le redémarrer, je vais juste le faire rebooter. Il y a un bouton reset dessus. Alors, évidemment, ça m'a mis tout un tas de saletés sur l'écran. Alors, on va effacer l'écran. Hop, voilà. Je le fais reset. Alors, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va se connecter au Wi-Fi, bien évidemment, puisque ça faisait partie du début. Ensuite, il regarde s'il peut se connecter à Redis. Il se connecte à Redis. Et on envoie du ping. Et il répond du pong. Ça, c'est la solution du premier exercice. Donc, vous allez me dire, pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Ah, bah c'est déjà pas mal. Alors là, pour information, j'ai des participants qui m'ont filmé ça. Et qui m'ont mis sur Twitter avec une légende, partie de ping-pong avec Redis. Juste pour donner de l'inspiration. Enfin, bon, voilà quoi. Après, chacun est libre. Deuxième exercice.
ça va être de envoyer des valeurs. Alors, la solution du deuxième exercice est très très proche, si ce n'est que là, du coup, je vais vous faire changer un tout petit peu votre code, parce que c'est bien gentil d'écrire du protocole à la main, mais je pense qu'au bout d'une ou deux fois, vous aurez compris. Ce n'est pas la peine de le faire à chaque exercice et pour chaque commande. Donc, je vous ai préparé dans les bibliothèques qui sont fournies de quoi encoder le protocole de Redis tout facilement. Donc, il vous suffit pour ça d'inclure Redis commande et derrière de créer un objet Redis commande. Parce que derrière, ça va être beaucoup plus simple. On va le voir déjà sur l'authentification. L'authentification, il suffit d'initialiser l'objet Redis commande et puis ensuite d'ajouter la chaîne hôte, d'ajouter le mot de passe, qui est donc dans une variable, de demander à avoir la conversion en encodage du protocole, d'envoyer la chaîne que l'on a récupérée et de ne pas oublier de faire le free derrière, sinon on ne va pas en faire beaucoup des commandes. Derrière, on continue à attendre la réponse et puis on va envoyer les valeurs à Redis. Alors on va le faire de deux manières. La première manière, c'est le lpush. Pourquoi? Parce que pour stocker les valeurs, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'enregistrement, ça crée une clé dans Redis qui est R comme enregistrement, l'adresse MAC de votre périphérique. Et à l'intérieur de cet enregistrement, on a un hash avec nom égal, prénom égal, adresse MAC égal, pseudonyme égal, et ainsi de suite. Les valeurs, on va les stocker dans une liste, parce que du coup c'est super simple, la liste ça peut grossir quasiment indéfiniment dans Redis, du moins très très gros. Et donc du coup, on va juste se contenter depuis le périphérique, je vous ai dit qu'on peut ajouter des éléments dans une liste sans télécharger la liste. Ça tombe bien, c'est ce que fait le lpush. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter en tête de liste les valeurs au fur et à mesure qu'on les lit. Et du coup la liste elle va grossir. On pourrait la trimer, on pourrait la caper à une certaine taille si on le souhaite. On n'en a pas besoin. Alors ça c'est super, mais sauf que mon interface web, elle ne sait pas que vous avez publié une valeur dans la liste, que vous avez ajouté une valeur dans la liste. Donc du coup, vous allez consommer la réponse, mais vous allez aussi envoyer un message sur le channel refresh values avec votre adresse MAC. Et moi, mon application Node.js, elle est à l'écoute du channel refresh values. Elle voit votre adresse MAC arriver. Elle dit tiens, il y a une nouvelle valeur pour cette adresse MAC. Elle va demander juste la dernière valeur dans la liste qui correspond à votre adresse MAC. La récupérer et en WebSocket, elle va l'envoyer à la page web Angular qui est affichée là, qui parfois se plante, mais ça, ce sera le sujet d'un autre meetup. Et donc du coup, là, on devrait voir quelque chose de bouger. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un peu ma fenêtre ici. Celle-là, je vais l'enlever complètement, histoire d'avoir derrière ma page web. Et je vais essayer d'avoir en même temps ma console série. Ici, je compile et j'envoie mon programme, donc ça le compile. Et allez, ça va compiler. De toute façon, on va pas tarder à passer sur les exercices et entre deux, on pourra les servir sur les pizzas. Et j'ai une assistante ce soir. J'ai emmené ma fille avec moi. Donc, c'est en train d'uploader sur le périphérique. Ça clignote bleu, il y a la flèche jaune, tout va bien. Il va booter, il va se connecter au Wi-Fi et il va commencer à se connecter à la base de données et envoyer des valeurs. Et on va voir à l'écran que la page web va réagir normalement immédiatement. Alors, ce qui se passe, c'est que celle-ci est rafraîchie en temps réel à chaque mise à jour. Le graphe, lui, en revanche, je le rafraîchis que toutes les 1000 valeurs. Pourquoi? Je vous ai dit que le périphérique, il pouvait envoyer 1700 valeurs à la seconde. Et juste avec un seul périphérique, le Google Chart, il disait non, c'est pas possible. Donc, on a ralenti le Google Chart parce que potentiellement, il y a plus de 20 personnes qui vont envoyer des valeurs. Et donc, si déjà un Google Chart, il n'arrive plus à suivre, si j'en mets 20 sur la page, c'est mort. Donc, le graphe, il est un peu plus lent. Mais en revanche, la valeur ici, elle est temps réel. Alors là, si je cache mon capteur, normalement, ça va se voir immédiatement. Vous voyez, j'ai immédiatement une chute. Donc ça, c'est la première étape. J'envoie mes valeurs à chaque fois, une par une. Et puis, l'étape suivante, donc à laquelle je pense que de toute façon, on n'arrivera pas ce soir, mais vous pourrez vous amuser avec ça plus tard, c'est l'étape où je pipeline mes valeurs.
Donc là, on voit à quelle vitesse à peu près ça va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le dernier exemple, la solution de l'exercice 3. Et cet exercice 3, eh bien, il fait à peu près la même chose, si ce n'est que là, encore une fois, je vous ai facilité les choses, dans le sens où, voilà, j'ai rajouté un objet, une inclusion, elle est où? Elle est là, Redis client, qui va gérer pour vous la connexion. C'est bon, vous l'avez fait une fois, deux fois, vous avez vu comment ça marche. L'authentification, et qui implémente également la bufferisation des commandes. Donc vous allez utiliser Redis client pour générer votre protocole REST, et vous allez passer vos chaînes encodées à Redis client, qui va les mettre en tampon selon la valeur qu'on va lui donner et les envoyer par bloc à Redis. Donc l'idée elle est là. Ce qui va se passer, c'est que on commence par initialiser l'objet Redis client en lui donnant bien évidemment les informations de connexion. Et moi par défaut je l'initialise avec un pipeline de 25 commandes. En règle générale, les bonnes performances elles sont entre 25 et 75 à peu près. Après ça, on a des trop gros blocs. Si vous allez au-delà de 100, je vous préviens, vous allez saturer la mémoire du microcontrôleur, il ne pourra pas mettre tout ça en tampon. Et donc, vous allez avoir un crash. Mais ça vient de la taille mémoire du contrôleur. Et puis derrière, eh bien, c'est pareil, on continue. On construit nos commandes. Et simplement, au lieu de les envoyer avec un write, eh bien, on les envoie avec Redis client send, qui va, je vous dis, les mettre en tampon et puis les envoyer par batch à la base de données. Et puis qui va faire la même chose avec les publish aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer mon code par celui-ci et je vais l'uploader. Donc, pendant l'upload, bien évidemment, mon graphe et mes valeurs vont s'arrêter. Le microcontrôleur, il va arrêter de bosser également. Alors, pour l'instant, il envoie encore parce qu'on n'est pas encore en upload, on est juste en compilation. Ça y est, c'est parti, ça upload sur le microcontrôleur. Et dès qu'il va avoir son programme, vous allez voir que le graphe va aller beaucoup plus vite. Bon, la valeur, elle change toujours en temps réel, mais le graphe va aller beaucoup plus vite. Vu qu'il se met à jour toutes les 1000 valeurs, il va recevoir ces 1000 valeurs beaucoup plus rapidement, puisque pour recevoir 1000 valeurs, au final, il va avoir 25 fois moins de latence. C'est parti. Connexion et on envoie. Alors j'ai plus de traces de débugage parce que j'ai rajouté aussi du profiling, mais on voit que le graphe va beaucoup plus vite du coup. On a quelque chose de beaucoup plus fluide. Alors je peux même fermer ma fenêtre ici. Hop, voilà. Et donc là on voit qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus réactif, beaucoup plus fluide parce qu'on envoie les valeurs avec un débit beaucoup plus fort. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Non? Vous vous sentez prêt? Bon bah c'est bon, tout le monde est prêt là. Alors, ah non, il faut ça. En fait, le code Angular qui est derrière, le code Angular qui est derrière, il a un buffer glissant. Il est développé à la va-vite pour l'instant, mais il y a des limites quand même. Mais il crache quand même. Il va certainement cracher dans la soirée. C'est un moment où on va écrire aïe aïe aïe, c'est que voilà. Mais parce que je vais le mettre au propre, ce sera le sujet d'un autre meet-up. Faire une application Node.js, Express, Angular, WebSocket et tout ça sur du Redis, ce sera le sujet d'un meet-up. Il faut d'abord que je le mette un peu au propre. Là, il est développé en preuve de concept rapide. Mais il fait son boulot. Pas de questions, donc vous avez en fait deux options. Vous commencez par prendre un périphérique et un fil, éventuellement un fil, et ensuite une pizza. Ou alors commencez par prendre une pizza, une boisson, et ensuite un périphérique et un fil, c'est comme vous voulez. Essayez de faire les assembler ensemble. Moi je vais couper l'enregistrement, donc après ça on va passer en mode atelier. Et je vais essayer de vous aider pour résoudre les problèmes. Ça va à tout le monde? Eh ben on est parti. J'ai 36 périphériques disponibles. Enfin 35 parce que j'aime bien. Ah ouais, puis les premiers à m'afficher quelque chose sans utiliser les solutions. J'ai des petits trucs, j'ai des petites thermistances pour remplacer la photorésistance et capter la température. J'ai un bloc de pile, j'ai une LED bleue. Allez, on coupe l'enregistrement.